Donc, commençons par cette partie sur les théorèmes un peu puissants de ce cours en disant quel serait notre rêve. Notre rêve, ce serait d'être capable de dire quelque chose comme ça. On voudrait pouvoir écrire que f de t, si je veux calculer f en un point t, eh bien, il suffit que je prenne la limite, n tend vers plus l'infini, de s grand N f de t. C'est-à-dire ceci, c'est-à-dire la somme des Cn de f exponentielle int. Bon, ça malheureusement c'est faux. Et pour que ce soit vrai, il va falloir avoir des conditions un petit peu plus restrictives sur la fonction f que juste une fonction de L2Cm. Par contre, il y a un résultat qui est toujours vrai quand f est dans L2Cm, et c'est sans dt ici. Et c'est au sens de la norme 2, donc c'est ce qu'on va voir. Donc pour ça, je vais citer un certain nombre de gros théorèmes, de très beaux théorèmes d'ailleurs, mais pour la plupart d'entre eux, on ne va pas les démontrer, ça va être un peu frustrant. Mais ça, il faut avoir un cours de L3 M1, un peu analyse fonctionnelle, au moins dans les espaces de Hilbert, pour bien voir, pour bien démontrer ces choses-là. Cela dit, il y a des parties de ces théorèmes que vous allez en fait en voir une bonne partie en TD, éventuellement dans les exos un peu plus difficiles. Mais il y a certaines choses qui sont quand même un petit peu cachées. Enfin, pas dans les exercices, mais bref, pour avoir l'ensemble de résultats du cours, les exos de TD ne vous suffiront pas, il y a des choses en plus, quoi. Ok, donc commençons par le théorème de Fégère. Donc comme je le disais, on pourrait avoir l'espoir que f est égal à cette limite-là. Par exemple en tout pointé. Mais il y a une idée assez en fait, brillante d'une certaine manière, pour en l'occurrence donc c'est Fégère qui a eu cette idée visiblement. Ça c'est peut-être pas vrai, d'accord, mais est-ce que ça pourrait être vrai si on régularise le second membre? Alors qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez que j'ai une suite UN, une suite réelle. On oublie complètement ces histoires de séries de Fourier. Et je me demande si UN converge vers L. Et puis je me rends compte que UN ne converge même pas du tout. Par contre, il se peut que euh, des modifications apportées à UN assurent la convergence de la suite. Et notamment, il se peut que même si UN ne converge pas, il se pourrait très bien que somme de k égale 0 à n des uk sur n converge. Somme de k égale 1 à n des uk sur n converge. Ça, cette idée-là, elle vient de ce que vous avez vu normalement pour tous, le lemme de Césaro, qui figure, que vous avez dû voir en TD d'analyse 3. Le lemme de Césaro, il dit quoi? Il dit que si UN converge vers une limite, alors cet objet-là converge vers la même limite. Par contre, la réciproque est fausse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des suites qui ne convergent pas, et telles que pourtant cet objet-là converge. L'exemple typique de ça, c'est UK, UN égale moins 1 puissance n. Donc vous pouvez vérifier que ces trucs-là, sur cette suite, divergent, mais pourtant, sa moyenne de Césaro, elle, converge vers 0. Et donc, on va avoir un phénomène un peu similaire ici. En général, il n'est pas vrai que Sn de f converge vers f, mais le théorème de Fégère nous dit que la moyenne de Césaro de Sn converge vers f. C'est un résultat un peu abstrait, que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur, mais il est important de le citer parce qu'en fait, c'est lui qui est à la base d'un certain nombre de résultats qui vont suivre. Donc, je vais l'énoncer tel quel, mais sans le démontrer. Donc, théorème dit de Fégère. Que dit ce théorème? Il dit la chose suivante. Il dit que... alors, déjà, il va falloir se restreindre un petit peu. On va falloir faire très attention au début de chacun des théorèmes que j'énonce à quelles hypothèses je fais sur la fonction f. Là, je vais supposer que f appartient à C. Donc elle n'est pas seulement dans L2CM, elle est dans L2CM, et en plus je lui demande d'être continue. Donc elle est continue depuis périodique. Alors, 1 sur n plus 1, la suite définie par 1 sur... est-ce que je mets du n plus 1 ou du n ici? Ça change rien, mais je vais juste coller... Bon, ok, c'est n plus 1, d'accord. Des n égale 0 à grand N des Sn de f. Donc, pour chaque grand N, je peux calculer cet objet-là, et ça me donne une fonction, qui est depuis périodique continue d'ailleurs. Okay. Et bien, donc
autrement dit une suite de fonctions. Pour chaque grand n, j'ai une fonction, c'est donc une suite de fonctions, indexée par grand n appartenant à n, convergent uniformément vers f. Donc ça, c'est le théorème de Fégère. C'est un théorème assez incroyable. Et donc ce que ça veut dire, hein, je vous rappelle que la convergence uniforme, ça s'exprime sous la forme, ça veut dire quoi? Que la norme infinie de f moins 1 sur n plus 1, somme pour n allant de 0 à grand n des Sn de f, en norme infinie, tend vers 0. La norme infinie étant le sup de la grosse fonction qu'il y a à l'intérieur sur 0 de pi, sur moins pi, puisque la fonction est périodique, peu importe l'intervalle. Donc ça, je peux encore l'écrire, c'est encore le sup pour t appartenant à moins pi de f de t moins 1 sur n plus 1, somme pour n allant de 0 à grand n, bsn de f de t, et bien ce truc-là tend vers 0. Okay, donc c'est ça que ça dit, ce théorème. C'est un peu compliqué, mais ça vous donne une convergence dite en moyenne de Césareux de Sn vers f. Donc bien sûr, je ne vais pas démontrer ce théorème, mais c'est un théorème que vous avez dans les exercices de TD. On va plutôt se concentrer sur un certain nombre de conséquences de celui-là. On a notamment un corollaire qui est très important. Donc comme le théorème de Fégère, ce corollaire ne vous servira pas directement dans les exercices, mais il est important pour la démonstration des résultats qui vont venir, même si je ne vais pas faire les démonstrations et montrer comment tout ça s'agence, parce qu'il vous manque encore une fois des outils pour avoir l'ensemble de la preuve. Mais un corollaire, c'est un théorème c'est le théorème de Stone-Weierstrass, théorème de Stone-Weierstrass. Et ce théorème-là, il dit quoi? Il dit que, une manière un petit peu pédante de le dire, c'est que l'ensemble des polynômes trigonométriques est dense dans l'ensemble des fonctions continues, au sens de la norme infinie. Donc ça veut dire quoi, ça? Pour tout epsilon strictement positif, donc je me donne, pardon, soit f appartenant à C, eh bien, quel que soit l'epsilon que vous me donnez, aussi petit soit-il, je peux trouver un polynôme trigonométrique qui est à au plus epsilon de f en norme infinie. Hein, parce que c'est bien ce que nous dit ce résultat-là. Il nous dit qu'on peut trouver, ce truc-là est un polynôme trigonométrique, on peut trouver un polynôme trigonométrique qui tend vers f. Okay, donc, pour tout epsilon strictement positif, il existe P polynôme trigonométrique tel que la norme de f moins p en norme infinie est plus petite que epsilon. Ça, c'est un résultat dit de densité. Certes, toutes les fonctions continues ne sont pas des polynômes trigonométriques. Néanmoins, quelle que soit la fonction continue, vous pouvez trouver un polynôme trigonométrique qui a epsilon d'elle, même si epsilon est extrêmement petit, et ce, en norme infinie. Voilà. Ça, c'est le théorème de Stone-Weierstrass qui sert aussi à démontrer les théorèmes à venir. Et donc, si vous voulez, le gros théorème qui va venir maintenant, c'est pareil, d'une certaine manière, ce théorème-là, vous n'allez pas besoin de vous en servir. Vous allez vous servir, par contre, d'un corollaire de ce théorème-là. Donc, tous ces résultats s'agencent, ils permettent d'avancer. On arrive au théorème suivant. Pour tout f, parce que là, on était un peu frustré. Depuis le début, on travaille sur l'espace des fonctions dans L2CM. On a un résultat qui est valable uniquement pour les fonctions continues. On a double frustration en fait. On a un résultat qui est valable que pour les fonctions continues. Et deuxièmement, on n'a pas du tout un résultat qui nous dit que Sn converge vers f. Et un résultat qui nous dit que la moyenne de César de Sn converge vers f. Heureusement, en fait, on a un résultat tout à fait général qui dit quoi? Qui dit que pour tout f appartenant à L2CM, et il se démontre en fait à partir du théorème, du corollaire du théorème de Stone-Weierstrass et un peu d'analyse fonctionnelle. Pour tout f appartenant à L2CM, eh bien, je peux affirmer que, en effet, Sn de f tend vers f, mais au sens suivant. F moins Sn de f en norme 2 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Okay. Donc voilà, ça c'est un résultat absolument général, et c'est un résultat en fait qui
en fait, signifie que les EN sont bien une base, en un certain sens, de l'ensemble L de CM. Ok, alors, quelques remarques autour de ça. Attention, ça ne dit pas que Sn de f de t en un t fixé converge vers f de t. D'accord? Ça ne le dit pas. D'ailleurs, en général, c'est faux. Ce que ça dit, on va le réécrire pour bien le voir, ça dit que 1 sur 2pi, le 1 sur 2pi est sans importance ici, mais peu importe, l'intégrale de moins pi à pi de f de t moins Sn de f de t au carré dt tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça dit que, en un certain sens, c'est en un sens intégral, ce truc-là tend vers 0. Donc je ne sais pas si point par point Sn de f de t tend vers f de t. D'ailleurs, comme je le disais, c'est faux en général. Par contre, c'est vrai en un sens intégral. Donc c'est, si vous voulez, une sorte de moyenne de l'écart entre f et Sn. Okay, voilà. Et donc enfin, on en arrive à quelque chose que vous allez vraiment utiliser dans la pratique, même si je vous rappelle, vraiment j'insiste sur le fait que ce résultat-là est absolument fondamental, et quand vous ferez des choses plus avancées, notamment donc, sur les espaces de Hilbert, vous verrez que c'est vraiment ça qui est important en fait. Mais pour ce qui ensuite vient, qui est des séries de Fourier où on a des vraies fonctions qui sont continues ou C1, on va vouloir aller un petit peu plus loin que juste L2. Et notamment, on va vouloir savoir quand est-ce qu'on peut dire que la limite se fait point par point. Donc là, on va parler un petit peu de ça. Mais avant tout ça, il y a un corollaire de ce résultat-là, qui est ce qu'on appelle l'égalité de Parseval. Vous vous rappelez que pour une fonction f dans L de Cm, on avait une égalité de Bessel qui nous disait que la somme des Cn de f au carré convergeait en module, somme des modules de Cn de f au carré convergeait, et que sa somme était plus petite que la norme de f au carré. Mais en fait, l'égalité de Parseval, donc c'est ça que vous devez retenir en fait, et pas une égalité de Bessel, dit que en fait, ça va plus loin que ça, il y a égalité. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que la somme des Cn de f. Alors pardon, ici c'est comme pour Bessel, c'est valable pour n'importe quelle fonction de L de Cm. Pour tout f appartenant à L de Cm, la norme de f au carré est égale à la somme pour n appartenant à z des Cn de f au carré. Voilà, donc c'est un résultat qui est assez étonnant, qui relie les coefficients de Fourier de la fonction avec sa norme, une intégrale en fait, de la manière suivante. Et c'est valable pour n'importe quelle fonction dans L2Cm. La preuve, je vais juste, maintenant qu'on a tous ces théorèmes puissants L féminine, je vais juste la mentionner. On avait vu, preuve, je vous rappelle que ça c'était ce qu'on avait vu pendant la démonstration de l'égalité de Bessel. On avait vu que la norme de f au carré, c'était la norme de f moins Sn de f au carré plus norme de Sn de f au carré. Je vais peut-être le réécrire. Norme de f au carré, c'est la norme de f moins Sn de f au carré plus Sn de f au carré. Or, on avait aussi vu que cette merveille-là, c'était rien d'autre que la somme pour n allant de moins grand n à grand n de Cn de f au carré. Et maintenant, regardons chacun des termes. Celui-là, c'est le théorème qui précède, qui est là, tiens, très bien. Ce terme-là, je sais qu'il tend vers 0. Ça tend vers 0. Et ça, j'ai déjà vu dans l'inégalité de Bessel que cet objet-là converge. C'était justement en exploitant cette égalité. Ça converge vers la somme pour n appartenant à z des Cn de f au carré. Donc du coup, j'ai fini. Parce que si je regarde, à la limite, à ma gauche, ça ne bouge pas, c'est une constante, donc ça tend vers norme de f au carré. Et à ma droite, j'ai ça qui tend vers 0 et ça qui tend vers la somme des Cn de f au carré. Du coup, j'ai bien cet objet-là qui est égal à ça. Ça prouve l'égalité de Parseval. Ok, on va finir par une petite application de ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment typiquement le genre de choses que vous devez savoir faire, à savoir démontrer que donc dans la pratique des exercices, on va souvent vous demander de démontrer des égalités sur des séries et vous allez typiquement les obtenir par plusieurs des méthodes données dans ce cours, et la première possible, c'est l'égalité de Parseval. Donc allons-y.
Donc une application, c'est la suivante. On va démontrer que la série des 1 sur n puissance 4 est égale à pi puissance 4 sur 90. Et on va utiliser pour ça, bien sûr, dans un exercice où vous direz quelle fonction utiliser. C'est une fonction qu'on a déjà vue. Je vais prendre la fonction qui a t associe valeur absolue de t, définie ainsi sur moins pi, et qui est étendue par 2pi périodicité. On a déjà vu cette fonction, étendue par 2pi périodicité. Alors, on a vu que cette fonction, on a calculé ses coefficients de Fourier. Alors déjà, c'est une fonction qui appartient à une de CM, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis par ailleurs, on a calculé, on a vu que C0 de f, c'était pi sur 2, et Cn de f, c'est égal à 0 si n est pair différent de 0, et c'est égal à moins 2 sur pi n carré si n est impair. Ok. Donc, j'ai qu'une envie ici, c'est d'utiliser l'égalité de Parseval pour cette fonction. J'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'elle est dans L2CM. Okay, donc, j'utilise l'égalité de Parseval. L'égalité de Parseval me dit que la série des Cn de f en module au carré converge et que par ailleurs, cette série, sa somme est égale à la norme de f au carré. Donc j'ai la norme, la somme pour n appartenant à z des Cn de f au carré qui est égale à la norme de f au carré. J'espère qu'on voit pas très bien là. Je vais revenir à ça. Donc la somme des Cn de f au carré en module est égale à la norme de f au carré. Donc là, c'est du calcul. Alors heureusement, on a déjà calculé les Cn de f, mais on va utiliser donc ces calculs. D'abord, calculons dans un premier temps ce que vaut la norme de f au carré. C'est pas très difficile. La norme de f au carré, c'est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t au carré dt. Or, f de t au carré, ça fait simplement t au carré. Donc ça fait 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de t au carré dt. Là, j'utilise la parité de cette fonction de sorte que je peux me placer sur 0pi et enlever un 2 ici. J'ai 2 fois l'intégrale de 0 à pi, et donc ça simplifie avec le 2 là. Et puis ça s'intègre en t cube sur 3, et donc ça fait pi au cube. Avec le pi qui se simplifie ici, ça fait pi carré sur 3. Voilà pour le calcul de la fonction. Ensuite, la série des Cn de f au carré, ça fait quoi? Eh bien, la somme pour n appartenant à z des Cn de f au carré. Alors, on va mettre à part le cas n égale 0 qui fait pi carré sur 4. C'est 0 de f au carré qui va faire pi carré sur 4. Et puis, je vais avoir... Alors ici, vous voyez que les Cn égale C moins n, donc je peux les mettre ensemble. Je vais peut-être l'écrire en deux temps. Ça, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 1 des Cn de f au carré, plus la somme pour n supérieur ou égal à 1 des C moins n de f au carré. Mais les calculs qui figurent ici montrent que les C moins n valent Cn. C moins Cn égale C moins n, Cn de f égale C moins n de f pour tout n. Donc ça fait quoi? Ça fait juste pi carré sur 4 plus 2 somme pour n supérieur ou égal à 1 des Cn de f au carré. On va mettre ce stylo noir qui fait pas des merveilles ici. Et en plus, il y a le soleil. Voilà. Ok. Donc, poursuivons le calcul. On est presque au bout, en fait, ici. À savoir que maintenant, première chose, cet objet-là, on va expliciter un petit peu ce que ça vaut. Ici, seuls les termes impairs vont rentrer en jeu, puisque Cn de f vaut 0 si n est pair différent de 0, et il vaut ça sinon. Donc j'obtiens quoi finalement? J'obtiens pi carré sur 4
plus 2 fois la somme. Alors là, je vais changer d'indice, je vais prendre l'indice K. Autrement dit, seuls les C de K plus 1 de F sont non nuls. Donc j'ai ça, la somme des C de K plus 1 de F carré. Et tout ça, c'est censé valoir la norme de F au carré, c'est-à-dire pi carré sur 3. Ok. Et donc, poursuivons le calcul. Ça fait quoi? Ça fait pi carré sur 4. Alors, je vais faire passer pi carré sur 4 de l'autre côté. Pi carré sur 3 moins pi carré sur 4, ça fait pi carré sur 12. Donc ça fait 2 fois la somme pour k allant pour k plus grand que 1 de cette chose-là. C'est-à-dire moins 2 sur pi de k plus 1 au carré égale, donc pi carré sur 3 moins pi carré sur 4, c'est-à-dire pi carré sur 12. Voilà. On continue à s'accrocher, parce qu'on y est presque. Et on arrive finalement à quoi? On arrive à... Alors là, je vais avoir un 4 avec le 2 qui va faire 8 et un pi carré. Donc ça fait 8 sur pi carré que je fais passer de l'autre côté. Ça fait la somme pour k allant pour k plus grand que 1. Donc la somme, si vous voulez, de k égale 1 à plus l'infini. Des 1 sur 2k plus 1 au carré. Donc je vais avoir le pi carré ici que je factorise, que je multiplie de l'autre côté, ça fait pi puissance 4. Et là, je vais avoir un 8. Donc 8 fois 12, 80. Pardon, 8 fois 10, 80, 96. Alors moi, c'est pas ce que je voulais la somme des 1 sur k puissance 4. Et, alors, pardon, là j'avais un carré ici. Excusez-moi, il y avait un carré, avec le carré en haut, ça fait ça. Donc ici, j'ai bien 1 puissance 4. Et alors là, il suffit de faire une sorte de petite technique pour en déduire. Enfin, quand vous avez la somme des termes impairs de ce genre de série, vous avez tout de suite celle du terme total. Pourquoi? Si maintenant je note S égale, c'est une notation que je prends, la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de 1 sur k puissance 4. Je vais mettre des L, tiens d'ailleurs. Ça a un sens de parler de ce S là, puisque je vous rappelle que cette série converge, c'est une série de Riemann convergente. Et c'est ça que je veux calculer. Donc bien sûr, je la casse en deux, je somme les termes pairs et les termes impairs. Donc c'est la somme pour n allant de 1 à plus l'infini. Je vais mettre des k peut-être à la place. Des 1 sur 2k puissance 4 plus la somme pour k allant de 1 plus l'infini. Et ici, je vais avoir les 1 sur 2k plus 1 puissance 4. Ok, terme pair plus terme impair. Oui, mais c'est là que la magie opère, parce que vous voyez qu'ici, le 2 puissance 4, je peux le sortir. Et donc ça fait quoi? Ça, c'est égal à 1 sur 2 puissance 4 fois la somme des 1 sur k puissance 4, mais ça, c'est précisément S. Ça, c'est égal à ça. C'est 1 sur 2 puissance 4 fois S. Et donc, si je regarde l'équation, sachant que ça, j'ai déjà calculé, c'est pi 4 sur 96, j'ai donc S qui est égal à 1 sur 2 puissance 4 fois S plus pi 4, pi puissance 4 sur 96. Et donc vous voyez que, modulo un petit peu de calcul, on va trouver la valeur de S. 1 sur 2 puissance 4, ça fait 16. Donc ça fait quoi? Ça fait 15 16e. À ma droite, j'ai 16 16e de S moins 1 16e de S, ça fait 15 16e de S, égale pi sur 4 sur 96. Et si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, le 16 ici, il y a combien de... Il y a 4, il y a 2 puissance k, donc ça fait 48, 24, 12, 6, et 6 fois 15, ça fait bien 90. On peut vérifier, ça fait bien pi 4, que S est égal à pi 4 sur pi puissance 4 sur 90. Plutôt un résultat joli. Vous voyez qu'en développant en série de Fourier une fonction, en calculant ses coefficients de Fourier, et en utilisant l'égalité de Parseval, on est capable de connaître de manière explicite des valeurs de certaines sommes de série. C'est quand même un joli résultat. Et donc ça met fin à cette partie sur un premier gros théorème sur les séries de Fourier. On va faire un détour maintenant par les séries de Fourier dans le cadre de fonctions à variables réelles, donc vraiment quand on veut écrire des cosinus et des sinus. Et puis ensuite, on finira par donner quelques autres gros théorèmes où vraiment on a convergence ponctuelle, c'est-à-dire on a bien Sn de f de t qui converge vers f de t en chaque t, ou en tout cas en presque chaque t. On va voir ça.